Savez-vous qu'une enquête d'IBM révèle que 47% du temps des employés est gaspillé dans des tâches non essentielles? C'est presque la moitié de votre journée. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on en est arrivé là et surtout comment vous pouvez faire pour reprendre le contrôle de vos priorités et de votre productivité. Restez bien jusqu'au bout parce que je vous réserve des méthodes simples et efficaces pour casser ce cercle vicieux. Si vous êtes déjà demandé en fin de journée pourquoi vous n'avez rien accompli de vraiment important malgré 8 ou 9 heures de travail, alors écoutez bien ce qui va suivre. Parce que moi aussi, je me suis régulièrement posé cette question. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Denis QS et je suis derrière un blog qui s'appelle habitudesmieuxvivre.com. J'y partage mes astuces pour améliorer son organisation personnelle et la productivité. Et avant de créer ce projet, quand j'étais un employé, cette question du temps qui disparaît était un petit caillou dans ma chaussure. Mais quand j'ai lancé ma propre activité, je me suis rendu compte que si je faisais pas quelque chose, mon projet était voué à l'échec. Alors j'ai agi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'origine de ce phénomène de surcharge cognitive et de mauvaise gestion du temps. Et surtout, comment vous pouvez vous en sortir en agissant directement sur les causes. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce qu'avec ces quelques outils que je vais vous présenter, c'est une charge mentale monstrueuse qui pourrait quitter vos épaules. On va aborder 3 grands domaines qui créent cette surcharge et cette désorganisation. Dans un premier temps, nous allons analyser pourquoi notre environnement peut nous stresser. Mais dans la troisième partie de la vidéo, on va également analyser pourquoi est-ce que la to-do list en elle-même peut être une source de stress. Et on va commencer tout de suite avec le premier, les facteurs organisationnels. Les facteurs organisationnels, c'est tout ce qui découle d'un manque de structure. Par exemple, on peut citer une hiérarchie un peu trop rigide ou des réunions inutiles. Comme je le disais dans l'introduction, selon une étude d'IBM qui a été effectuée en 2018, 47% des temps des employés part en fumée à cause de tâches non essentielles. Ça peut se traduire par des réunions interminables ou alors des process trop lourds. La conséquence est bien évidemment une perte de productivité pour l'entreprise, mais aussi et surtout une frustration et une sensation de perdre son temps pour les employés. Cette charge peut s'accumuler, faire perdre le sens du travail pour nos employés ou, si vous êtes dans la position de l'employé, pour vous-même. Et c'est là où commencent à survenir les problèmes. Que ce soit des burn-out ou des bore-out, l'origine peut se trouver partiellement dans cette cause. Mais c'est pas tout, il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent se poser. Un autre problème qui a été identifié est le manque de feedback constructif que l'on peut obtenir de sa hiérarchie. Selon une étude de Deloitte, 60% des employés disent ne pas savoir comment améliorer leur performance. Le problème, c'est que sans un retour clair, on avance à l'aveugle et on finit par se disperser, à accumuler des tâches inutiles ou mal ciblées. L'effet négatif est direct, il y a une accumulation de stress qui se provoque et une confusion sur ce qui est prioritaire ou pas. Une fois de plus, ces symptômes vont mener à une baisse de productivité. C'est pour une raison simple. Un être humain qui n'a pas de cap, qui ne sait pas où il va ou qui ne trouve pas de sens dans ce qu'il fait, ne peut pas continuer puisque son cerveau va l'en empêcher. Mais ce ne sont pas les seuls facteurs qui viennent perturber notre productivité. Dans cette prochaine section, on va voir les habitudes de travail qui mènent à l'épuisement. Et la première, elle est évidente et c'est une erreur dans laquelle de nombreuses personnes tombent, et spécialement beaucoup d'entrepreneurs, le multitâche. Mais attention, ce n'est pas seulement une erreur qui peut être effectuée par des entrepreneurs. La preuve étant qu'une étude dans un hôpital a révélé une augmentation de 30% des erreurs de médication quand la culture du multitâche avait été poussée. On peut parler à nouveau d'IBM qui a également constaté que jongler avec plusieurs projets à la fois engendre une baisse de productivité et un épuisement professionnel. Imaginez un jongleur qui est déjà concentré sur 3 balles. Vous lui lancez soudain 2 autres balles de plus et tout tombe par terre. Notre cerveau, c'est la même chose. On croit gagner du temps, mais en réalité, on s'épuise parce que notre cerveau n'est pas capable de faire plusieurs choses en même temps. Ce qui se passe en réalité, c'est que vous switchez rapidement d'un projet à une autre, d'une tâche à une autre. Finalement, c'est une sorte de distraction. Et ça tombe bien parce que le deuxième point, c'est les distractions au travail. Une étude menée par l'Université de Californie à Irvine a identifié que dans une journée de 8 heures, les employés ne passent que 45 minutes en travail réellement productif. Une autre étude de Deloitte a identifié que le bruit environnant pouvait provoquer jusqu'à 20% de baisse de productivité. Et à titre personnel, je me suis bien rendu compte que quand j'avais les notifications de mon téléphone qui arrivaient en permanence, je pouvais regarder jusqu'à 50 fois mon téléphone par jour et ma concentration était en miettes. Je me sentais super stressé. Mais c'est pas tout, il y avait pire. Parce que j'avais acheté un deuxième écran pour me croire plus productif sur lequel j'avais des vidéos YouTube qui tournaient toute la journée. La qualité de mon travail s'en ressentait. Et c'est pour une raison évidente. En fait, comme je le disais, notre cerveau n'est pas capable de faire 2 choses en même temps. Il saute rapidement d'une tâche à une autre. Donc si vous avez une vidéo YouTube ou Netflix qui tourne en arrière-plan,
vous êtes simplement en train de détruire votre capacité de concentration. Mais attention, parce que même en étant complètement au contrôle de son temps, de sa capacité d'attention, on peut encore tomber dans des trous absolument fabuleux dans son organisation. Dans cette troisième partie, nous allons voir pourquoi est-ce qu'en ciblant mal notre travail, on peut provoquer une surcharge, encore une fois, de charge mentale. Et le premier point, il est évident, c'est de fixer des objectifs compliqués, trop compliqués, voire même irréalistes. Et on peut citer comme exemple Abercrombie & Fitch par exemple. Cette entreprise a vu une baisse énorme de sa valeur à cause de cibles imposées, impossibles à atteindre pour les employés. Une autre étude remarquée dans l'Harvard Business Review indique que 70% des employés se sentent désengagés quand ils font face à des atteintes inatteignables. L'impact est clair, il y a une perte de motivation, un épuisement mental et un sentiment de ne jamais être assez performant, de ne jamais valoir assez. Une fois de plus, on touche directement à notre santé mentale. Et attention, parce que le problème ne vient pas forcément des objectifs. Même avec des objectifs atteignables, les problèmes peuvent survenir avec une surcharge de travail. Une étude publiée en 2020 indique que 58% des employés se sentent littéralement dépassés par leur charge de travail. Forcément, quand on a trop à faire, on gère mal nos priorités et on culpabilise de ne pas pouvoir tout boucler. Ça m'est arrivé de faire des semaines de 50 heures de travail, dans lesquelles j'accumulais du travail, et pourtant j'avais quand même pas l'impression d'avancer. Je pataugeais en permanence sans jamais obtenir réellement les résultats derrière lesquels je courais. Pourtant, ils étaient atteignables. J'ajoutais toujours des choses sur ma to-do list, plus en plus de tâches, et je terminais jamais ce qui était réellement plus important et qui allait réellement faire avancer mon projet. Et ce dernier point, c'est une piste de solution qu'on va pouvoir explorer. On arrive à la partie cruciale de cette vidéo. Comment on s'en sort? Et restez bien là, parce que je vais vous révéler des méthodes clés pour retrouver une concentration en béton et reprendre la maîtrise de votre temps. Alors, la première chose à faire, c'est de segmenter les tâches et de les prioriser. Une des erreurs les plus courantes, c'est de ne pas faire des tâches qui sont réellement actionnables. C'est-à-dire que vous allez écrire une tâche qui ne découle pas d'une action. Faire un nettoyage de printemps, ça n'est pas une tâche, c'est un projet. Nettoyer la cuisine, ranger la bibliothèque, ranger le grenier, ça ce sont des tâches, c'est quelque chose qui peut se transformer en action. Si notre cerveau n'identifie pas clairement ce qu'on doit faire, on se retrouve dans une situation de paralysie. C'est pour ça qu'il est important de se poser vraiment la question de quelle est l'action à faire lorsque je regarde ma to-do list, voire de noter immédiatement une action. Une fois qu'on est au clair avec ce qu'on doit faire, il faut distinguer l'urgent de l'important. C'est là où on peut s'inspirer de la matrice d'Eisenhower. N'acceptez pas de passer du temps sur ce qui est ni important ni urgent. Ces tâches doivent disparaître de votre organisation. Généralement, ce qui fait réellement avancer votre entreprise se trouve dans la case non urgent mais important. Cependant, la plupart des gens se retrouvent dans le deuxième cadran, c'est-à-dire ce qui est à la fois urgent et important. Le piège ne se trouve ni dans le premier cadran ni dans le deuxième cadran. Il va plutôt se trouver dans le quatrième cadran. En effet, si on se concentre sur ce qui est urgent mais non important, on est réellement en train de gaspiller notre temps sans s'en rendre compte et en ayant l'impression d'être productif. Une autre erreur, c'est de surestimer notre capacité de concentration. Notre cerveau a besoin de faire des pauses. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de faire un workout, faire des séries comme ça pendant 45 minutes sans vous arrêter entre les répétitions. C'est la même chose pour votre cerveau. Une solution, c'est quelque chose de très connu qui s'appelle la technique de Pomodoro. Vous pouvez mettre un minuteur réglé sur 25 minutes de travail en focus et puis 5 minutes de pause. Vous pouvez répéter ça 4 fois et vous prenez une pause un peu plus longue de 15 à 20 minutes. Ce n'est qu'une seule des compositions possibles, il y en a plusieurs. Celle que j'utilise le plus couramment, c'est de travailler 55 minutes et de faire une pause de 10 minutes. Et je fais ça plusieurs fois sur la journée. Mais quel est le bénéfice de tout ça? Vous allez éviter l'effet tout en même temps, c'est-à-dire que vous allez avancer plus vite tout en réduisant votre surcharge cognitive. On va baisser le stress, on va baisser nos épaules et on va pouvoir enfin reprendre plaisir à travailler. Une autre piste de solution, ce serait de créer des périodes de travail sans interruption, comme Cal Newport l'a exploré dans son livre Deep Work. L'idée générale, ça va être de bloquer des créneaux sans réunion, sans email et sans notification. Il ne faut aucune distraction. Rappelez-vous les 20% de baisse de la productivité qui étaient liés au bruit dans l'étude de Deloitte. C'est sur ça qu'on va travailler. Isolez-vous. Créer un véritable cocon dans lequel vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui est réellement important. Si on reprend notre matrice d'Eisenhower, ça va être le cadran 1. Si vous êtes employé et que c'est compliqué dans votre boulot, essayez de négocier 1 à 2 heures dans la journée où vous coupez tout. Mettez un message, je reviens à telle heure, je serai disponible à telle heure. Si c'est quelque chose de difficile à négocier avec votre direction, essayez simplement de discuter en mettant en avant les qualités et l'expérience, en disant que vous voulez simplement mieux faire votre travail,
Je connais pas un seul employeur qui va refuser une expérience à son employé qui veut mieux faire son travail. Ou alors vous avez vraiment un problème dans votre travail. Mais je vous demande pas de me croire sur parole. Si vous voulez vraiment avoir le cœur net de si quelque chose vaut la peine ou pas d'être utilisé, il suffit de le tester. Et je vous recommande à le faire dès demain. Prenez quelques astuces et essayez d'en utiliser une ou l'autre suivant les situations que vous allez rencontrer. Et vous verrez tout de suite si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous ou pas. Il n'y a pas de recette miracle, mais le seul moyen de trouver votre recette, c'est d'essayer. Conclure, rappelez-vous que la productivité, c'est pas un objectif en soi. L'objectif qu'on recherche au travers de la productivité, c'est de se diriger vers quelque chose qui compte pour nous. Et donc, la question que tu dois réellement te poser, c'est quelle est ma motivation? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Quel est l'objectif que j'essaye d'atteindre? Si ces réponses sont claires pour toi, tu peux foncer directement et appliquer un maximum d'astuces productivité que tu vas trouver à travers tout le web. Si ce n'est pas le cas, je te recommande sérieusement de prendre le temps de définir quels sont tes objectifs. Et si tu ne sais pas comment faire, je pense que la méthode la plus simple, c'est de m'envoyer un email ou de me contacter directement en commentaire et on verra ensemble si je peux t'accompagner dans ce chemin pour déterminer tes objectifs et les transformer en actions concrètes. Ça fait partie des services que je propose sur habitudesmieuxvivre.com. En attendant, si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a apporté quelque chose, pense aux petites actions habituelles pour soutenir les créateurs de contenu ou les vidéos qui te plaisent sur YouTube, c'est-à-dire liker la vidéo si elle t'a aidé, commenter pour partager ton ressenti ou poser des questions. Et bien sûr, abonne-toi pour plus de conseils sur la productivité, le bien-être et le développement personnel. N'oublie pas qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait, mais juste de faire de son mieux jour après jour. À la semaine prochaine.